L'échiquier international, soyez les bienvenus. L'Hexagone, est-on à 24 heures du grand chamboulement politique? Le Rassemblement national serait-il aux portes du pouvoir à quelques heures avant le second tour des élections législatives en France? Les leaders du Front national affirment que la majorité absolue est à leur portée au sein de l'Assemblée nationale. Les sondages évoquent 230 sièges pour le parti de Marine Le Pen. Mais cette situation cache une autre question passée sous silence. En somme, la montée du Rassemblement national marque surtout un émiettement de la Macronie, même si les députés de ce parti se sont maintenus à 20% lors du premier tour. Et la seconde chose à conclure, est-ce que c'est sous une forme d'interrogation, est-ce que ce second tour des législatives n'annonce pas un futur blocage du pays avec des partis dits extrêmes au sein du Parlement? Et finalement, si ce n'était pas la stratégie de Macron, tout neutraliser, insuffler du flou pour mieux diriger ce type de questions à la fois et beaucoup d'autres qu'on tentera d'éclaircir durant 25 minutes. À tout de suite. Et on le disait, à 24 heures donc, du second tour des législatives, on fait le point sur la situation, déjà avec le traitement médiatique français de ce vote, des médias loin d'avoir incarné la neutralité théorique, c'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, pour en parler, je reçois justement un spécialiste des médias, un observateur, comme qui dirait Noam Chomsky, de la fameuse fabrique du consentement, qui réagira à partir de Paris. Jean Bricmont, bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, merci de m'inviter. Alors Jean, nous sommes à 24 heures du résultat final de la bataille des urnes pour ces législatives et on a vu justement durant cette période de l'entre-deux tours, même avant, les médias français qui ont figé les esprits sur le nombre de sièges que pourrait obtenir le Rassemblement national entre majorité absolue et majorité relative. Mais tous ces sondages donnent une avance considérable de toute façon au Rassemblement national. Quel regard portez-vous sur ces pronostics déjà? Les pronostics sont les pronostics. C'est pas facile de calculer à cause des circonscriptions, etc. Moi, j'attends pour voir. Mais je ne pense pas qu'ils auront la majorité absolue. Mais ce que je voudrais dire, et ça ne va peut-être choquer, j'espère que ça ne va pas choquer vos auditeurs, je déteste le Rassemblement national, commençons par là. Mais je pense que la façon dont la gauche et les démocrates s'attaquent au Rassemblement national est extrêmement maladroite. Parce que j'ai vu passer je ne sais combien de déclarations disant qu'il veut faire barrage au fascisme, à la suppression des libertés, etc. Or, moi, je ne vois pas très bien comment on va instaurer un régime fasciste dans un pays qui, contrairement à l'Algérie, n'a pas de monnaie, n'a pas de frontières, parce que, à l'intérieur de l'Europe, il y a pas mal de frontières, dont les lois sont décidées à Bruxelles et dont les jugements les plus importants sont décidés à Strasbourg et à Luxembourg, c'est-à-dire par les cours supranationales. Et ce ne sont pas des choses que le Rassemblement national n'est prêt à renverser. Hitler et Mussolini, si on veut parler de fascisme, il faut parler d'eux. Ils étaient dans les pays souverains et ils avaient décidé de faire ce qu'ils voulaient et de se foutre complètement des droits internationaux, etc. Donc, moi, je pense que c'est un très mauvais angle d'attaque de dire c'est le fascisme. Si vous voulez du fascisme, il y en a d'une certaine façon en Israël et il y en a dans une partie des troupes ukrainiennes. Mais ça, c'est le seul endroit où je vois du fascisme aujourd'hui. Or, les troupes ukrainiennes sont soutenues par tout l'éventail politique français, y compris la gauche, et Israël est soutenu par tout, sauf la France insoumise, qui est traitée sans arrêt, traînée dans la boue sans arrêt, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, que Marine Le Pen veut renforcer. Donc Marine Le Pen, elle est soutenue par un grand nombre de juifs éminents, on va dire, et elle dit effectivement, c'est moi le rempart pour les juifs, parce que je suis contre le communautarisme et l'islamo-gauchisme, comme ils disent, de la France insoumise, et elle dit je souhaite la destruction du Hamas, la destruction de la résistance palestinienne. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Et donc, si moi je devais l'attaquer, évidemment je n'ai aucune chance de gagner les élections avec cette ligne-là, je l'attaquerais là-dessus, pro-génocide. C'est ça le problème. Mais c'est pas vrai que... Et en plus, je le ferais au niveau des intérêts français, du point de vue gaulliste. Le point de vue gaulliste a toujours été que la France devait être indépendante, d'avoir une position d'équilibre dans
comment dirais-je, des conflits dans le monde, y compris au Moyen-Orient. Et je vois que sur l'image, vous avez Glucksmann, mais Glucksmann, il est évidemment totalement pro-européen, pro-américain et sioniste. Et donc, la gauche, pour moi, est handicapée par cet aspect, et ils continuent à dire qu'ils vont lutter contre l'antisémitisme, sans jamais dire ce que ça veut dire, et sans jamais dire ce que lutter veut dire. C'est-à-dire, lutter en pratique, ça veut dire censurer. Et évidemment, là-dessus, ils se retrouvent dans la même ligne que le Rassemblement national. Et pour moi, ça, c'est l'erreur fondamentale de la gauche. Alors, ils crient au fascisme, etc., mais ça, c'est imaginaire. Alors, évidemment, il y a le problème de l'immigration. Et là, je vais être franc. Allez-y, allez-y. Quoi? Allez-y, allez-y, je vous en prie, soyez franc, bien sûr. Je pense que le problème, tel que moi je le vois, je veux bien qu'il y soit d'autres motivations qu'il y a chez les gens, qui sont racistes et tout ça, mais tel que je le vois, c'est qu'il y a eu une immigration de masse en France. Et à aucun moment, on a demandé aux Français leur avis. Et en fait, quand on a demandé aux Français leur avis sur l'Union européenne, ils ont rejeté en 2005 le traité sur l'Union européenne. Il est évident que les Français, même s'ils ne sont pas souverainistes, ils ne vont pas voter pour les partis souverainistes, etc., ont un sentiment national, les Algériens aussi, hein, je leur reconnais tout à fait le droit d'avoir un sentiment national, mais les Français, à cause de l'Union européenne, à cause de la supranationalité, à cause du fait qu'ils ont l'impression que toutes les décisions importantes leur échappent, elles ne sont pas décidées à Paris, mais à Bruxelles, à Strasbourg, etc., et à Washington, ce que la gauche ne souligne pas assez, et à Washington, parce qu'il faut se rendre compte que maintenant, par exemple, si on prend l'Union européenne, on a une diplomate en chef qui est d'origine estonienne et dont le but politique est de démembrer la Russie, de décoloniser la Russie, de faire éclater la Russie en fonction des différentes nationalités, comme ils l'ont fait d'une certaine façon en Yougoslavie, ce qui a mené à une catastrophe pour les peuples de ce pays. Et donc, quand on a quelle lituanienne, elle dit qu'elle a été opprimée par la soviétique, ok, elle peut penser ce qu'elle veut, mais si on demandait aux Européens s'ils veulent un programme pareil, il n'y aurait pas 5% des Européens qui seraient pour un tel programme. Or, par des mécanismes purement bureaucratiques, purement liés à la supranationalité, elle est la diplomate en chef de l'Union européenne. Le précédent, c'était Joseph Borrell, qui était déjà une catastrophe parce qu'il a dit que nous étions le jardin et le reste du monde, c'était la jungle. C'était déjà pas très gentil, ni très diplomatique. Mais ici, on a quelqu'un de pire, qui veut une guerre, qui mènerait une guerre nucléaire contre la Russie, si on l'écoute. Et donc, on est dans une situation, si vous voulez, où je trouve que les grands dangers, les véritables problèmes, ne sont jamais mis en avant, y compris, et c'est ça ce que je leur reproche, par la gauche, qui se focalise sur la menace fasciste, etc., qui est imaginaire, et qui ne pose pas les vrais problèmes. Un autre exemple, c'est que quand on a demandé à Biden s'il était en bonne santé mentale, il a répondu, mais je le montre tous les jours, je dirige le monde. Je dirige le monde. Et qui l'a élu pour diriger le monde? Personne. Et s'il y avait un vote au niveau mondial, sûrement on ne voterait pas pour lui. Alors, Jean Bricmont. Jean Bricmont, vous faites allusion bien entendu à l'interview qu'a donné le président américain après, dit-on, son débat raté avec le président Trump. Mais j'aimerais qu'on revienne sur la situation française. Alors, on dit que c'est une stratégie de laisser peut-être le Rassemblement national s'ancrer au niveau du Parlement. Mais finalement, ce Rassemblement national fait peur à l'hyperclasse mondialiste sur une seule chose, peut-être, sur les référendums. C'est pour ça que tout à l'heure, vous parliez de la question de l'immigration. Et on a peur que le Rassemblement national convoque un référendum sur l'immigration ou d'autres questions. Et ça, par contre, ça pourrait faire une sacrée différence. Oui, s'ils arrivent au pouvoir, mais le problème du référendum, c'est que moi je considère, et De Gaulle le considérait aussi, que le référendum est une manière démocratique de demander aux gens ce qu'ils pensent sur des questions qui ne sont pas techniques. Si et surtout des questions qui les touchent directement. Voilà. Et donc si vous dites, on va faire un référendum sur les dépenses de l'État et tout le monde vote pour plus de dépenses, et puis un autre sur les recettes et tout le monde vote pour moins de recettes, ça ne va pas. Donc on peut comprendre pourquoi il y a une représentation indirecte. Mais sur des questions comme la peine de mort, l'immigration, etc., moi, je ne voterai pas avec le Rassemblement national sur ces questions-là, mais le principe que De Gaulle a instauré dans la Constitution, qui est de faire appel au peuple sur ces questions, et où De Gaulle a fait un référendum en 69, qu'il a perdu, où il a mis en jeu sa présidence, et il a démissionné après s'avoir perdu, ce que Chirac n'a pas fait quand il a perdu en 2005, par exemple. Et c'est quelque chose que je trouve profondément démocratique, même si je n'aime pas le résultat probable de ces référendums.
Il y a une différence entre ce que moi je veux et puis ce que le peuple veut. Et donc, je trouve qu'effectivement, alors, pour parler de l'immigration, je parlais récemment à des amis algériens. Bon, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, vous me direz si c'est vrai ou faux, mais qu'un grand nombre de médecins algériens émigrent vers la France. Et en France, il y a effectivement un manque de médecins. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce qu'un pays relativement riche, je dis bien relativement comme la France, n'est pas capable de produire les médecins dont il a besoin. Quand je vivais aux États-Unis, j'avais remarqué ça. Les ingénieurs, les techniciens, les médecins, etc., tous ces gens-là étaient importés du tiers-monde, enfin ce qu'on appelait dans le temps le tiers-monde. Et moi, je trouvais ça scandaleux. Tout le monde dit, ah, liberté individuelle, s'ils veulent venir, ils ont le droit de venir. Ok, d'accord. Mais du point de vue des pays, ça veut dire des pays du sud global, comme on dit maintenant, ça veut dire qu'eux sont obligés de payer un système d'enseignement et d'avoir un système d'enseignement relativement efficace qui produit ces cerveaux, et puis, oups, l'Occident vient les piller. Moi, je trouve que ça ne va pas, je suis désolé, c'est contre les droits de l'homme, c'est contre tout ce que vous voulez, moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'effectivement, il faut des mécanismes qui évitent ce genre de problème. Alors Jean Bricmont, je reviens vers vous dans quelques minutes. On se déplace à Paris pour prendre la température avec notre envoyé spécial sur place, Nouhad Belkhadem. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous sommes à 24 heures pour un second tour qu'on dit crucial. Alors vous seriez dans un pays qui est sur le point de basculer vers l'extrême droite. Est-ce que cela se ressent de là où vous vous trouvez ? Alors effectivement, l'enjeu est de taille pour ce second tour des législatives françaises. Il faut battre le Rassemblement national. Pour l'heure, tous les scénarios sont possibles, même si les chances d'obtenir une majorité absolue pour le RN s'éloignent, vu le nombre de désistements qu'il y a eu, 224 au total. Les Français que l'on a rencontrés sont anxieux. Ils appréhendent les résultats de demain, un vote qui coïncide, je le rappelle, avec le départ en vacances des Français qui n'ont pas hésité à faire des procurations à leurs proches pour qu'ils votent à leur place. Au total, il y a eu plus de 3 millions de procurations faites pour ce second tour des législatives. Alors si certains appellent au vote, d'autres, il faut savoir qu'ils sont plus dépités, ils sont vraiment dépités. Ils espèrent même ils espèrent certainement que le Rassemblement national ne passe pas, mais ils ne feront rien pour que ça se passe. Ils considèrent qu'ils peuvent voter blanc ou encore s'abstenir. Il faut savoir également qu'une majorité absolue pour le nouveau Front populaire ou le Rassemblement national provoquerait pour la 4e fois de l'histoire de la 5e République une cohabitation entre le président de la République et un Premier ministre d'un parti différent. Si on sait que le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, sera Premier ministre en cas de majorité absolue, du côté de la gauche, eh bien, les noms ne sont pas encore clairs. On ne sait pas encore qui pourrait être Premier ministre. On rappelle tout de même que le président Emmanuel Macron a affirmé qu'il n'est pas prêt à gouverner avec la France insoumise. Idem pour le Premier ministre Gabriel Attal, qui affirme qu'il n'y aura pas d'alliance avec le parti de Jean-Luc Mélenchon. Merci pour ce point de la situation signé Nouhad Belkhadem qui était en direct avec nous à partir de Paris. Je reviens vers vous, Jean Bricmont. J'aimerais vous entendre aussi sur un aspect particulier. Donc des sondages qui donnent une majorité relative au Rassemblement national. On verra demain, mais admettons, on ne peut ignorer le socle ou les racines du Front national, du Rassemblement national. Le Front national hier, mais le Rassemblement national donc aujourd'hui, avec la logorée anti-islam, anti-arabe. Est-ce que cela veut dire que la stratégie culturelle xénophobe du Rassemblement national est un ticket gagnant dans la France d'aujourd'hui? Oui, je pense que l'islamophobie a le vent en poupe, mais le problème, j'espère que je ne vais pas passer pour trop antisioniste pour les Algériens, mais si vous regardez vraiment qui agite l'islamophobie, c'est très souvent les milieux sionistes. Vous comprenez, la France a une particularité d'avoir la plus grande communauté juive en Europe et la plus grande communauté musulmane en Europe. Ce n'est pas un secret pour personne qu'elles ne s'aiment pas. Et en plus, il y a des conflits, il y a la guerre d'Algérie, aux harkis, etc., aux réfugiés, aux descendants des réfugiés, etc., des rapatriés, comme on disait. Et donc, on rajoute que quand on voit l'histoire, la France, c'est le pays des guerres civiles aussi. Oui, mais enfin, il y a longtemps qu'il n'y en a plus. Je veux dire, ça c'est vrai qu'il y en a eu dans le temps, mais
il n'y en a plus vraiment. Mais c'est vrai que c'est un pays de guerre verbale. Mais le problème, effectivement, moi je trouve que le problème de la gauche, tu vois, par exemple, qu'est-ce qui fait la différence dans le nouveau Front populaire entre la France insoumise et les autres partis? Évidemment, Macron et Attal veulent gouverner avec les autres partis. Mais quelle est la différence? Puisqu'ils ont tous signé le même programme qui est inapplicable en l'espèce parce que la France est endettée, elle est soumise au traité européen, etc. Donc, je pense que ce programme n'a pas beaucoup de sens. Mais la différence, et ça c'est comme ça depuis le 7 octobre, après le 7 octobre, la France insoumise n'a pas condamné clairement le Hamas, comme ils disent, et c'est l'attaque tous azimuts sur eux tout le temps. Et la même chose s'est passée avec Corbyn en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé en Angleterre? On a remplacé Corbyn par Starmer. Starmer, maintenant, a gagné les élections. Tout le monde trouve ça magnifique. Ça, c'est la gauche démocratique, modérée, etc., etc. Mais, en fait, évidemment, son programme social est très modéré, si on veut. Mais ce qui est surtout le cas, c'est qu'il a entièrement soutenu Israël quand ils sont attaqués à Gaza, à fond. Ce que Corbyn n'aurait pas fait et qu'il n'a jamais fait. Et si Corbyn a été éliminé, je suis désolé, c'est pas parce qu'il voulait nationaliser les chemins de fer. Les chemins de fer nationalisés, c'est parfaitement compatible avec le capitalisme, ça existe encore dans certains pays. Je veux dire, je suis désolé, c'est pas la révolution, mais ce qui choquait et qui a fait sa perte, c'est qu'on a été chercher le moindre petit tweet supposé antisémite dans les membres de son parti pour l'attaquer tout le temps. Il a, à mon avis, mal réagi parce qu'il a cédé beaucoup trop, il a sanctionné des membres du parti, il a mis la porte des membres du parti, ce que Mélenchon n'a pas fait pour le moment, mais le problème, c'est qu'alors, évidemment, il a été éliminé de la direction du parti et heureusement, il a été élu comme indépendant dans son fief de Islington North, où il était député de 83 sur la ligne du Labour Party, mais maintenant, comme il a été exclu, il a dû se présenter comme indépendant, mais il a quand même gagné contre le Labour, mais malheureusement, par exemple, Galloway, qui s'était présenté à Rochdale, n'a pas été réélu. Finalement, le débat autour de Raza et autour du traitement du dossier Razaoui fait chuter les uns et fait monter les autres. Mais on revient en France, le Rassemblement national... Oui, le Rassemblement national, donc majoritaire, cela voudrait dire que ce parti tablerait sur des lois, on verra d'ici là, mais depuis quelque temps, il y a un ancrage du Rassemblement national qui est observé. Lors des présidentielles de 2017 et 2022, le Rassemblement national est arrivé au dernier carré. On se rappelle des débats présidentiels entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen par 2 fois, en 2017 et 2022. Le Rassemblement national a également un ancrage au Parlement, 89 députés en 2017. On parle d'actuellement d'entre 230 et 250, on verra, c'est difficile de faire des pronostics, vous avez raison. Très peu d'ancrage par contre au sein des syndicats, peut-être un peu au niveau des syndicats de la police, mais il y a un ancrage qui nous intéresse et c'est là où vous intervenez, c'est surtout l'ancrage au sein des médias. Certains médias ont ouvert leur rédaction depuis longtemps à l'idéologie du Rassemblement national et peut-être vous allez nous en dire quelques mots, vous qui observez depuis longtemps les médias. Mais le problème de l'ancrage dans un syndicat, c'est qu'il faut voir si faut distinguer entre les membres et les directions. Les directions syndicales sont entièrement acquises à ce qui s'appelle la gauche, mais les membres, si on regarde les sondages, les ouvriers, etc., votent massivement pour le Rassemblement national. Donc il y a une déconne. Et le problème, c'est, vous voyez, ce qui se passe, c'est que le vote Rassemblement national, j'ai parlé avec quelqu'un qui était proche de Mélenchon, qui maintenant vote Rassemblement national. Il vote Rassemblement national par dégoût de Macron et dégoût en général des élites. Par rejet. Rejet des élites. Mais le problème, c'est pourquoi la gauche n'en profite pas. Parce que la gauche, pour toutes sortes de raisons, passe pour complice des élites qu'on appelle mondialistes. À cause de leur position sur l'immigration, en partie à cause de leur position économique qui ne sont pas réalistes et donc on se rend bien compte que ce n'est pas sérieux et qu'ils vont probablement faire comme Mitterrand, c'est-à-dire faire le contraire de ce qu'ils ont promis, et comme Hollande, et comme Jospin, on a eu des gouvernements de gauche en France. Mais pardonnez-moi, Jean Bricmont, il ne faut pas aussi leur en vouloir. On se rappelle de la fameuse phrase de François Hollande quand il a dit « l'ennemi, mon ennemi, c'est la finance ». Et c'est lui qui introduit un banquier du nom de Macron-Emmanuel. Il l'introduit dans son premier cercle. Ensuite, il le nomme en tant que ministre de l'économie. Ensuite, il lui facilite la première place du pouvoir. C'est vrai que les gens, ça peut un peu les dérouter. Un petit peu, oui. C'est-à-dire que le problème, c'est que les gens se rendent bien compte
que la gauche peut faire toutes les promesses qu'elle veut. Ces promesses ne sont pas réalistes. Pour bien faire, il devrait faire des promesses beaucoup moins radicales. Si vous allez à Paris, vous voyez partout des affiches, on va tout changer à l'intérieur de l'Union européenne, à l'intérieur de l'OTAN, en acceptant de faire la guerre à la Russie à travers l'Ukraine. Je veux dire, c'est pas tout changer, c'est absurde. Et donc, ils ont un programme utopique, si on veut, mais qui n'est absolument pas basé sur la réalité. Et donc, les gens sentent ça, ils sentent qu'on se moque d'eux. Parlons de ce programme, justement. Pardonnez-moi. Parlons de ce programme rapidement. Hein. Le programme un peu du FN. Quand on voit la France actuelle, 16% des entreprises françaises font faillite. L'agence Moody's et Fitch abaisse la capacité de la France à rembourser sa dette. Il y a le déficit français qui dépasse les 3% préconisés par Bruxelles, puisqu'il est actuellement à 5%. Donc la France devra payer une amende de 2,5 milliards d'euros. Et au milieu de tout ça, on a un Jordan Bardella pressenti comme futur Premier ministre, qui n'arrive pas, lui, à budgétiser son programme. Alors la question économique est complètement évincée des débats. On a parlé de l'antisémitisme des uns et des autres. On s'est plutôt focalisé sur aussi des questions un peu périphériques. Alors visiblement, Jean Bricmont, je vous pose la question, il n'y a pas pire moment pour avoir le pouvoir en France qu'en ce moment même, et c'est le Front National qui en hérite. C'est étrange. C'est une raison pour lesquelles on peut penser que Macron a fait la dissolution pour avoir un gouvernement Rassemblement National qui serait rapidement discrédité parce qu'il n'appliquerait aucune de ces mesures, même pas sur l'immigration, parce que regardez Meloni en Italie, c'était la nouvelle Mussolini, elle allait faire un blocage naval de l'Italie, et puis elle fait venir plus d'immigrés parce que le patronat en a besoin. 450 000 immigrés viennent d'entrer en Italie pour le patronat. Donc ils ne vont rien faire de ce qu'ils promettent. Et alors évidemment, l'idée c'est qu'en 2027, Marine Le Pen ne sera pas au pouvoir, tandis que si le Rassemblement National peut encore jouer la carte de l'opposition, alors évidemment, et si particulièrement si Macron arrive à faire une grande coalition avec ses supporters, une partie des Républicains et une partie de la gauche, alors évidemment, toute cette clique sera discréditée et Le Pen aura toutes ses chances en 2027. Et s'il est seulement Premier ministre, il n'a pas tous les pouvoirs. Et évidemment, je veux dire, ça va être un suicide pour eux, parce qu'ils ne vont rien faire de leur programme social, certainement pas, ils s'en foutent. Et leur programme d'immigration, ils ne vont pas faire grand-chose, à mon avis. Et donc... Alors vous, le physicien, vous qui êtes de formation scientifique, est-ce que, selon vous, c'est une stratégie volontaire de Macron, à savoir leur donner le pouvoir là où le moment est le plus critique, afin peut-être de les complètement décrédibiliser, les neutraliser avant le rendez-vous des présidentielles? Qu'est-ce que vous en pensez, franchement? On me dit très bien, je suis physicien, mais pas psychologue, et donc je ne sais pas ce qui se passe. Non, mais c'est la corrélation des effets des uns et les effets des uns. Je rigole, mais le problème de Macron, c'est que je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Beaucoup de gens pensent qu'il est un peu fou, qu'il est tellement mégalomaniaque, etc. Peut-être qu'il pensait renforcer sa majorité, ça ne sera sûrement pas le cas. Enfin, sa minorité, parce qu'on parle de la majorité présidentielle, mais c'était une minorité. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Moi, je ne sais pas. Je pense que peut-être qu'il veut mettre le RN comme Premier ministre au pouvoir pour les mettre devant ses responsabilités et ils seront incapables de faire ce qu'ils veulent. Ou bien, il espère faire une grande coalition avec les socialistes, les écolos et les communistes, qui est la honte absolue à mon avis, mais bon, les rassembler. Mais comment faire une coalition avec d'un côté l'extrême droite et puis d'un autre l'extrême gauche? C'est ingouvernable. On va vers un Parlement qui va être complètement neutralisé. Je pense qu'on appelle l'extrême droite. Les Républicains ont été coupés en deux morceaux. Il y a Ciotti qui a été avec le Rassemblement National, et puis il y a une partie qui s'est restée soi-disant républicaine. Donc eux pourraient s'allier avec Macron. Et puis dans la gauche, les socialistes, qui sont des gens sans foi ni loi, les écolos, les communistes, malheureusement, tels qu'ils sont aujourd'hui. Mais c'est un clivage. Quand je dis l'extrême droite, l'extrême gauche, je parle de clivage. Surtout, c'est tellement clivant. Si la France insoumise et le Rassemblement National, ensemble, ont une majorité des voix, je dis bien ensemble, ils ne vont pas gouverner ensemble, mais s'ils ont arithmétiquement une majorité de voix à l'Assemblée nationale, alors Macron est vraiment dans la merde, si je peux dire, parce qu'alors, il n'a pas de majorité alternative. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ça, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, parce qu'en Belgique, on verra. En Belgique, on a toujours des coalitions. Et on a des coalitions avec des partis très importants. C'est une culture que n'a pas justement la politique française. Jean Bricmont, on est obligé d'en conclure sur ces mots. Merci d'avoir été des nôtres pour l'émission du jour. Je rappelle que vous êtes auteur et analyste des médias. Je vous dis à bientôt. L'échiquier international est fini pour aujourd'hui. Et je vous retrouverai demain, même heure et même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.